due à l'ignorance, souvent due à un passé nostalgique. Et surtout, vous avez identifié sont au-dessous de la réalité. Il faudrait veiller à ce que la loi de 1900 français, et qui dirait des énormités, et sur lesquelles nous serions tous, les uns et les autres, coupables de ne pas avoir travaillé ensemble. Je voulais savoir si vous comptez de vous revoir aujourd'hui aussi. D'abord peut-être répondre, si vous me le permettez, monsieur, à l'interpellation sur les actes anti-musulmans qui sont nombreux, qui ont même tendance à être de plus en plus nombreux, et qui sont évidemment un scandale, pas simplement pour les musulmans, mais pour toute la République. J'ai eu l'occasion de dire à chaque fois que vous m'avez interpellé, monsieur le recteur, à la fois mon émotion, mais surtout ma condamnation, et demander aux services de police et de gendarmerie d'être très attentifs. Et j'aurai l'occasion de le faire, je comprends bien, comme interpellation de mon collègue garde des Sceaux, sur l'ensemble des actes anti-religieux et singulièrement sur les actes anti-musulmans. Ils sont évidemment totalement inacceptables. Et ils traduisent une difficulté pour nos compatriotes musulmans de vivre leur religion en toute sécurité. Et vous savez, de là où je viens, et ce que je dis vaut pour ma descendance généalogique et par ailleurs ma terre d'élection, c'est évidemment pour moi pas un mot qui est vain. Donc vous pourrez toujours, le ministère de l'Intérieur et moi-même, monsieur le recteur, pour dénoncer ces actes, mettre des moyens pour les forces de police d'arrêter les personnes qui seraient responsables. Et d'ailleurs, je l'ai dit au préfet par consigne, je l'ai dit aussi au CFCM, et je vous le dis à vous, nous sommes tout à fait prêts aussi à accompagner les lieux de culte dans la vidéoprotection extérieure pour que nous puissions mieux interpeller et protéger, et que les moyens financiers sont là pour ça, pour l'ensemble des lieux de culte et singulièrement pour les musulmans. J'aurai l'occasion peut-être de le dire, en dehors des caméras de télévision et des journalistes qui sont peut-être dans la salle, les services de renseignement français, très périodiquement, et 2 fois depuis que je suis ministre de l'Intérieur, ça depuis 3 mois, sont intervenus, sans que personne ne le sache, bien en amont, parce que des personnes avaient des projets terroristes contre des lieux de culte musulmans. Et ces personnes sont aujourd'hui emprisonnées, et c'est judiciarisé, et les services français font ce travail. Alors, ils ne peuvent pas tout préparer tout le temps, c'est sûr, mais en tout cas, je peux vous dire qu'ils ne distinguent pas les religions que la République doit protéger. La deuxième des choses que vous évoquez, c'est les plaintes. Alors je comprends qu'il y a parfois un découragement à ne pas déposer, d'abord c'est compliqué, il faut aller au commissariat ou à la gendarmerie, on n'est pas toujours pris au sérieux, et puis après on s'aperçoit que c'est classé sans suite. Bon. Il faut quand même le faire, parce que ça aide au maximum les services de police, d'abord à prendre en compte la vérité des chiffres, et les pouvoirs publics à les interpeller, parce qu'il y a aussi des condamnations médiatiques qui sont nécessaires. Peut-être qu'on peut améliorer les choses. Donc j'ai dit à monsieur le recteur, comme j'ai dit au président du CFCM, que j'étais tout à fait prêt à ce qu'avec les lieux de culte, les responsables des lieux de culte, sans faire distinction, vous puissiez avoir, si vous connaissez une agression, des menaces, des tags sur des cimetières ou sur des lieux de culte, que la police se déplace sur le lieu de culte pour prendre la plainte, plutôt que de devoir aller au commissariat, perdre du temps, arriver à des horaires, et donc préparer les choses. On a d'ailleurs mis en place désormais une plainte en ligne qui prépare les choses. Moi je suis tout à fait prêt à voir ça, comment on peut améliorer la facilité du dépôt de plainte. Séparatisme, pourquoi il a été utilisé? Le président de la République n'a pas voulu utiliser le mot de communautarisme, qui d'ailleurs, moi je partage une partie de votre constat. Le communautarisme n'est pas que religieux, il est effectivement entre classes sociales, il est parfois même entre on va dire, marquage idéologique entre ceux qui pensent un certain nombre de choses et ceux qui pensent autre chose. Et cette séparation, elle peut ne pas être grave, simplement c'est pas le modèle français. Vous savez que le modèle français, il est comme l'islam d'ailleurs, il est universel, il n'est pas communautarisé. Et deuxièmement, ce modèle français, il doit être intégrateur, certains disent même assimilateur, et il n'est pas celui des sociétés anglo-saxonnes. Mais communautarisme, puisque les gens utilisent le mot de communauté, la Oumma, en ce qui vous concerne, il y a d'autres communautés évidemment qui se revendiquent comme telles, et il ne s'agit pas de vexer ou de toucher les gens dans leur chair ou dans leurs convictions. Le mot de séparatisme a été choisi par le président de la République pour le définir. Je ne sais pas si ce sera le titre du projet de loi, mais en tout cas il a été défini comme concept, et si je devais le définir, c'est tous ceux qui veulent se séparer des valeurs de la République, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la liberté de croire ou de ne pas croire, de l'égalité entre les citoyens. Il y a des gens, minoritaires mais parfois très actifs, qui veulent se séparer de ces valeurs fondamentales de la République. Moi, je considère que le président de la République est sans doute le premier des présidents de la République à tenir un discours qui est conforme
au fait qu'un citoyen qui par ailleurs est croyant, quelle que soit sa religion, n'est évidemment pas un ennemi de la République. Et par ailleurs, il peut même être un citoyen peut-être même parfois plus éclairé que les autres. Je vous renvoie au discours des Bernardins du président de la République, puis au discours de Mulhouse, où il a eu l'occasion d'évoquer à quel point ce que je viens de dire était vrai. Deuxièmement, le séparatisme, on doit tous le combattre. Moi, j'aime pas trop la distinction, nous les musulmans, la France. C'est justement, moi je ne la fais pas, cette distinction. Je n'oublie pas que mon grand-père était français avant les Niçois. Et que si on veut regarder des quartiers de pureté française selon l'histoire de France, on aurait des surprises entre ceux qui se disent teneurs de ce qui devrait être la France selon eux et qui est la caricature d'eux-mêmes, et ce que la France a eu comme combattants ou citoyens, et ils n'étaient pas d'une pureté telle qu'on nous présente les caricatures que vous dénoncez, et vous avez bien raison. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment on peut combattre les maladies infantiles ou les dérives sectaires de chacune des religions. L'islam est concerné, vous l'avez dit vous-même en termes choisis, enfin on est entre nous, on ne va pas faire semblant de pouvoir dire que tout va bien. Il y a une dérive sectaire de l'islam, et vous êtes les premiers sans doute à vouloir la combattre, et même à le subir, puisque ceux qui sont radicalisés ou ceux qui dérivent, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, par rapport au discours que vous définissez, que le dogme définit, si je mets dogme entre guillemets, les premiers concernés sont les musulmans. La première cible des islamistes, c'est les musulmans. Ce n'est pas les autres, c'est les musulmans. Mais cette dérive sectaire, elle existe pour d'autres religions. Elle arrive aussi dans d'autres lieux de la société et qu'il faut tous combattre. C'est ça le séparatisme, c'est d'être séparé de l'union nationale, de la communauté nationale, de la République. Et il est normal, en tout cas moi je pense que mon pays, et je pense que chaque citoyen français ici, je trouve ça normal de pouvoir se défendre contre les ennemis de son pays. Mes propos publics ont été justement ceux de la comparaison avec d'autres dirigeants de mon ancienne famille politique. Et si je suis d'ailleurs partie de cette famille politique, c'est que je considérais que certains étaient essentialistes, définissaient les gens par leur couleur de peau, par leur lieu de naissance, par leur religion, au lieu d'être profondément républicain et français, c'est-à-dire être dans une communauté nationale. Et par ailleurs, on peut être religieux. Par ailleurs, on peut avoir une certaine tendance régionaliste, mais on est avant tout français, et ce qu'il faut regarder, c'est le fait d'être patriote, d'être français, et pas ce qu'on se définit. Donc moi, je combats l'essentialisme. Et c'est pour ça que j'ai rejoint le président de la République. Et je trouve que le projet de loi que nous préparons est un beau projet de loi. Et il n'est pas du tout désigné contre une religion. Elle est concernée, mais elle n'est pas du tout désignée contre une religion. Je vais en dire un petit mot, si vous me permettez, monsieur le recteur. En tant que maire de Tourcoing, j'ai eu plusieurs fois des associations de musulmans, qui se définissaient comme telles, qui venaient m'évoquer les difficultés d'exercice du lieu de culte. Dans une ville qui vote à 35% Front National avant mon arrivée, on pourrait se poser la question de se dire non, soit je ne veux pas les recevoir, ou alors je les balade, et à la fin je ne fais rien. Je voudrais vous dire que le maire est souvent bien embêté devant cette question. Mais les associations, vous le savez bien, le sont tout autant. D'abord parce que c'est compliqué, ensuite parce que revendiquer quelque chose qui est le b.a.-ba de la République, l'exercice libre de son culte, quel que soit son culte, doit être une possibilité qui doit être offerte à chaque citoyen. Et que j'ai tendance à dire que les lieux, les mosquées, en l'occurrence, c'est pas elles qui sont radicalisées, c'est parfois le discours qu'on tient dedans ou qu'on tient à l'extérieur, mais c'est jamais les murs qui parlent. Donc on n'a pas à être ennemi des lieux de culte. Par définition, je le dis ici, dans un lieu de culte construit par la République au lendemain de la Première Guerre mondiale. Ce que les Français et les Parisiens sans doute ignorent beaucoup, et qui fait l'honneur de notre vie collective. J'ai autorisé 2 lieux de culte musulmans en 4 ans de mairie à Tourcoing. Et notamment après des années, il ne s'agit pas de faire le bilan ici des années passées, mais il y avait un lieu de culte dans un supermarché abandonné, complètement pourri,
où de nombreux de mes compatriotes avaient envie de prier, de vivre, mais dans des conditions absolument innommables. Et c'est la grandeur de la République que de permettre évidemment à chacun de pouvoir vivre son lieu de culte, son culte, sans qu'il soit considéré comme un citoyen de seconde zone, ou qu'on le cache, ou qu'on le sort que pendant les élections. Parce que, permettez-moi de vous dire que s'il y a des gens qui tapent sur les musulmans la veille des élections, il y a aussi ceux qui les flattent la veille des élections sans jamais rien leur donner, si vous voyez ce que je veux dire. En revanche, on peut avoir une discussion, me semble-t-il, normale. Moi, quand je vois l'association qui arrive, je ne connais pas forcément ces citoyens qui viennent nous voir, 100 000 habitants, et quand je me demande, sans naïveté, que j'ai envie de les aider, mais que je dois le faire évidemment en conformité des lois de la République, parce que c'est un acte courageux de construire un lieu de culte, de l'autoriser, évidemment, ne serait-ce que parce que vous embêtez le voisinage, parce qu'il y a du stationnement, parce que quand vous avez acheté votre pavillon, vous n'avez pas envie que quelque chose arrive à côté de chez vous, mais ça, chaque citoyen le sait, et c'est valable pour les lieux de culte comme pour n'importe quel bâtiment public que l'on viendrait à construire, à promouvoir. Et je me retourne vers le préfet. Alors je suis le maire de la 2e commune de mon département. Et je lui dis, mais qui sont ces gens? Est-ce qu'on les connaît? Sont-ils à jour de leurs obligations fiscales? Est-ce que cette association a été déclarée correctement? Ont-ils les financements pour construire ce lieu de culte? Ou alors est-ce que ce sera un travaux? Vous savez bien qu'il y a plein de travaux qui commencent puis qui ne se terminent pas. Est-ce qu'il y a des financements étrangers? Si oui, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que? Est-ce qu'elle est affiliée à la Grande Mosquée de Paris? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Bon, c'est des questions qu'on peut se poser légitimement et que je poserai évidemment à n'importe qui. J'ai déjà posé avec des évangélistes, par exemple. J'ai déjà posé pour d'autres questions qui n'étaient pas religieuses. Le préfet n'a pas les réponses souvent à donner au maire de la République. Et il n'a même parfois même pas les réponses à donner aux associations elles-mêmes qui viennent les voir. Est-ce que vous trouvez normal qu'on reste dans cette ambiguïté où seuls les musulmans de France ne peuvent pas avoir de relations franches et directes avec les représentants du pouvoir temporel? C'est bien un vide qui existe dans notre législation. Dans la loi de 1905, que nous chérissons tous et qui permet la liberté de notre belle démocratie, il y a la condamnation explicite, elle était faite pour les catholiques, évidemment, de faire de la politique dans des lieux de culte. La politique, c'est pas le député ou le maire qui va dire le jour de l'Aïd bonjour à tout le monde. Bien sûr que non, c'est pas le député qui est interdit d'aller à Pâques à la messe. La politique, c'est l'organisation de bureaux de vote dans des cultes. On sait tous que ça peut arriver. C'est arrivé chez moi, je l'ai vu. Bon, c'est pas... Un lieu de culte n'est pas fait pour qu'il y ait un bureau de vote d'une puissance étrangère sur le sol de la République. Le ministre de l'Intérieur peut le dire sans attaquer les musulmans. D'ailleurs, je suis sûr que les musulmans eux-mêmes considèrent que c'est confisqué. Et ils ont leur propre opinion, d'ailleurs, les musulmans. Tous les Algériens qui sont en France ne pensent pas pareil, et c'est heureux. Tous les Turcs qui sont en France ne pensent pas pareil, et on doit respecter la neutralité du lieu de culte. Et dans cette loi de séparatisme, il y a le renforcement de 1905, puisque le législateur de 1905 avait prévu l'interdiction, mais n'avait pas prévu de sanction. Alors, c'est quoi une interdiction sans sanction? C'est rien. Voilà une disposition supplémentaire de séparatisme. Vous dites les certificats de virginité n'existent pas. Ben, excusez-moi, mais je peux vous en montrer. J'ai été maire. J'ai vu, moi, un médecin de ma commune faire ce certificat. Et j'ai vu une mère musulmane, de sa fille musulmane, venir me le dénoncer à la mairie. J'ai écrit à l'ordre des médecins. Et l'ordre des médecins en France le condamne. Et j'ai parlé au président de la mosquée, qui était ce président de mosquée-là, il l'a condamné lui-même, et il l'a dit même publiquement, et je le remercie d'ailleurs. Bien sûr que ce sont des petits actes, ils ne sont pas généralisés, bien évidemment. Mais en République, je ne suis pas tout à fait certain qu'on puisse continuer à accepter que quelques personnes fassent ces certificats. D'abord, je ne vais pas vous apprendre l'islam à vous, évidemment, mais j'ai compris que la pureté n'était pas qu'une pureté physique, et que c'était une discussion d'ailleurs qui a intéressé beaucoup de personnes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les motifs religieux, les discussions religieuses, les actes religieux, les mariages religieux, bien évidemment. Il s'agit que des médecins payés par la sécurité sociale, par la République, ne commettent pas des actes qui ne sont pas des actes médicaux. Encore une fois, loin de moi l'idée que c'est généralisé, ce n'est évidemment pas le cas. Mais ce n'est pas non plus inexistant. Je pense qu'il faut que vous soyez convaincus que depuis que la République existe, mais depuis que la France existe, les luttes naturelles, normales, entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel est une lutte qui a fait la France. Sous la royauté, la France a forcé, dans des conditions ignobles, les protestants à s'intégrer, pour ne pas dire à s'assimiler au roi.
chacun le sait et chacun a des souvenirs, pas très très loin d'ici, dans le 1er arrondissement, il y a la statue de l'amiral de Coligny, et il y a Saint-Germain-l'Auxerrois, où la Saint-Barthélemy a été provoquée. Et il a fallu convertir nos rois, singulièrement Henri IV, pour qu'ils puissent gouverner le pays. Puis, sous la Révolution, et singulièrement sous Bonaparte, à la fois les Juifs, à qui on a forcé de faire le consistoire par 2 fois, au moment où ils n'avaient pas de reconnaissance particulière sur le territoire national, mais aussi des catholiques, dont l'État français, la République, a été jusqu'à faire une constitution civile du clergé. C'est-à-dire jusqu'à distinguer ceux qui étaient des bons prêtres et des mauvais prêtres, à écrire, à désigner, c'était l'État qui le faisait, qui était ministre du culte. Évidemment, ça n'a pas marché, c'est pour ça que Bonaparte a fait le Concordat, en disant bon, on va essayer de s'arranger pour calmer un petit peu tout le monde, et a forcé les Juifs à reconnaître le Code civil, puisqu'il lui a posé les fameuses 12 questions, est-ce qu'on avait le droit de divorcer, et c'est tellement vrai que dans l'armée, puisqu'il avait d'autres envies que de faire simplement la question religieuse, puisqu'il m'appartient d'avoir le bureau de Cambacérès et j'en suis très heureux, il a même dit on va arrêter de manger cachère dans l'armée française parce que non pas on ne respecte pas les Juifs, mais c'est parce que c'est trop compliqué de faire venir de la viande cachère à de la viande pas cachère quand on va envahir la Russie, grosso modo, ce qui peut se comprendre. Donc Napoléon avait quelques idées très précises. Il en a parlé, et on a l'impression que tout ça a été naturel, mais c'est des dizaines d'années, des dizaines et des dizaines d'années. Pour les catholiques, ça a été 2 siècles quasiment avant qu'ils n'acceptent la République. Je rappelle que les catholiques n'ont accepté la République officiellement qu'à la veille de la Première Guerre mondiale. Donc moi, il m'apparaît tout à fait naturel que ce qu'ont connu les Juifs, les protestants, les catholiques, nous ayons un peu de temps, un peu de discussion, parfois du frottement, parfois des difficultés extrêmement fortes, parfois des insultes, et je ne retire en rien la susceptibilité et les blessures que peut imposer le discours parfois politique vis-à-vis de ceux qui croient en l'islam. Et je le regrette, et je m'en excuse par avance pour tous les responsables politiques qui peuvent blesser, parce que c'est évidemment pas le but, puisque nous faisons union nationale ensemble. Il est normal que dans une religion qui à la fois a une vieille âme, qui est universelle, qui a un message de paix et d'amour et qui a démontré sa force de conviction et sa beauté dans sa pratique nouvelle sur le sol hexagonal, on va dire grosso modo depuis la Seconde Guerre mondiale et grosso modo depuis la Première Guerre mondiale, si on en croit les murs de cette mosquée, mettent du temps évidemment à ce que chacun se comprenne et que chacun puisse vivre dans l'union nationale. Quand on a fait l'histoire des religions et de l'État français, s'il y a bien une religion, par sa construction, par son universalisme, par ce que vous dites justement, par sa reconnaissance des monothéismes, et par sa reconnaissance aussi du pouvoir temporel, parce que la France n'est pas le seul pays à discuter avec l'islam, c'est à mon avis, les musulmans et l'islam, c'est sans doute la religion qui aura la moins de difficultés à pouvoir travailler avec la République par rapport à toutes les autres. Donc je crois vraiment qu'en plus, les gènes du monde musulman, la capacité de discussion et de reconnaissance fait que ce sera plus facile qu'avec les autres religions dans l'histoire du pays. Toute la difficulté que nous connaissons, elle n'est pas propre à la France, elle est propre à l'ensemble des pays qui accueillent chez eux des religions qui ont des liens avec l'étranger, et toutes les religions ont des liens avec l'étranger par définition parce qu'elles sont universelles. C'est le vrai cas des catholiques, des protestants, des juifs et évidemment des musulmans. Comment ne pas interdire ces relations normales, historiques, nécessaires, ne serait-ce que parce qu'en France, il y a une loi de séparation des églises et de l'État, et que ces financements, singulièrement pour les musulmans qui sont arrivés sur le sol national hexagonal après 1905 notamment, comment ne pas interdire des financements étrangers, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, tout en contrôlant ces financements pour pas qu'ils desservent ni la République, ni la religion qu'ils sont censés soutenir. Et c'est un défi auquel on n'a pas su tout à fait répondre. C'est bien vrai, parce que vous évoquez des relations diplomatiques, il y a d'autres enjeux que les questions religieuses quand vous discutez avec un pays, et notamment quand vous discutez avec des pays du Moyen-Orient, mais c'est évidemment quelque chose sur lequel il ne faut pas ou il ne faut plus être naïf. Alors, d'abord, il y a des relations sur lesquelles nous devons avoir un langage clair. J'ai eu l'occasion de discuter avec le Premier ministre du Qatar quasiment dès mon arrivée au ministère de l'Intérieur, puisque par ailleurs il cumule le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas un modèle à suivre en France, hein. Ce n'était pas une proposition, c'était un constat. Et parmi les très nombreuses questions en commun, et l'amitié est grande entre le Qatar et la France depuis longtemps,
il fallait évidemment évoquer la question religieuse, la question du financement, qui n'est pas le fait, je ne le crois pas, de l'État du Qatar, mais qui peut l'être d'un certain nombre d'organismes, notamment sur le sol national, et dont on peut se poser la question s'il soutient l'islam que vous représentez, ou s'il soutient les discours que vous avez bien voulu évoquer et qu'il faut condamner. Je l'ai rappelé, mon prédécesseur l'avait fait, et je vais voir mon homologue au Premier ministre du Qatar sur cette question, et j'aurai évidemment à le faire avec d'autres pays, puisque le Qatar n'est pas le seul en question. Mais une fois qu'on a dit que les relations diplomatiques, en général ça se passe bien, les relations diplomatiques, il est très rare qu'on se fâche quand on a une conversation téléphonique ou physique avec ses homologues, il faut qu'on passe dans l'aspect concret. Et moi, je m'engage à ce que ces financements étrangers, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, parfois le fait d'organisation, parfois le fait de donateurs, puissent être suivis par vous, les responsables des cultes, suivis aussi par l'État, par des moyens qu'il peut tout à fait faire désormais. Il y a Tracfin, il y a le fisc, il y a des échanges qu'on peut avoir, notamment grâce au service de renseignement, pour valider, ou en tout cas pour pouvoir s'opposer, si jamais c'est le cas, à des financements, à des structures qu'on ne considérerait pas ensemble. Il ne s'agit pas que le ministère de l'Intérieur le décide seul. Qu'on ne trouve pas ensemble comme étant conforme à la volonté simplement de développer la religion d'islam en France, qui est tout à fait légitime de la part des représentants des cultes, sans qu'ils s'opposent aux principes fondamentaux de la République et qu'ils s'opposent aux principes fondamentaux de la religion que vous connaissez bien mieux que moi et que vous représentez. Donc il y a bien sûr une discussion diplomatique dans laquelle il faut désormais mettre les questions religieuses et du financement du religieux en avant, mais il y a surtout une question de garde-fou que nous n'avons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous dire, en tant que ministre de l'Intérieur, et si le président de la République me posait la question, je répondrais de la même manière, je ne suis pas capable de connaître tous les flux de l'étranger qui viennent sur le sol national, pour toutes les religions, évidemment, et à quoi servent ces flux. Et c'est évidemment scandaleux, parce que quand arrive un problème, et qu'on se dit, mais comment vous avez pu laisser tel ou tel pays financer telle ou telle structure qui finalement est responsable de tel ou tel discours, les Français, l'opinion publique, ne comprennent pas que ni vous ni nous soyons au courant. Et ils pensent d'ailleurs, dans une sorte de théorie générale du complot ou de fantasme, qu'on le savait, qu'on était soit trop naïf, soit comploteur contre la République et contre ses valeurs. Donc il faut qu'on arrête ce théâtre d'ombre, il faut qu'on accepte d'avoir un discours franc avec des pays dont il est vrai que nous avons d'autres intérêts avec eux, c'est tout à fait juste, mais c'est ça la politique, c'est de rassembler des contraires et d'essayer de toucher l'intérêt général, mais surtout qu'on a un instrument qui permet de faire la transparence dans ces financements. Vous savez, le monde de l'entreprise le connaît. Nous connaissons désormais tous les flux. Votre monde, en tant que citoyen, chacun connaît, puisque les échanges sont bancarisés. Si vous avez un virement d'une somme, même petite, Tracfin, le fisc le connaît, il peut s'y opposer, il peut faire des alertes, tout le monde est suivi et c'est bien légitime. Il serait normal que les associations, et notamment les associations qui organisent les cultes, ou les associations qui ont un discours autour des cultes, puissent connaître la même transparence. Et la transparence, elle servira à tout le monde. Elle aidera ceux qui ont envie d'aller dans le bon sens, et sans doute elle embêtera ceux qui veulent aller dans le mauvais sens. En tout cas, c'est l'une des dispositions du texte de loi que nous allons porter. Troisièmement, sur le financement. Moi, je suis toujours très étonné de l'inégalité de traitement, et je le dis avec beaucoup de conviction, et ça, vous voyez, c'est quelque chose qui fait perdre des voix de le dire, et je le dis devant des journalistes. Entre les catholiques ou les juifs ou les protestants qui souvent touchent le denier du culte, et qui ont les déductions fiscales qui naissent de ces deniers du culte, et les musulmans qui le touchent peu, parce que les structures juridiques font qu'on ne déclenche pas l'agrément fiscal. Et il y a évidemment des musulmans français, des musulmans étrangers sur le sol national, qui ont envie d'aider leur religion, et ça ne peut pas s'arrêter soit à la zakat, qu'il faut évidemment respecter, comme on respecte l'argent qu'on verse à la fin de la messe, soit à des financements étrangers. Il doit aussi avoir un financement qui n'est pas celui du financement public, mais qui est le financement des fidèles, et il doit être reconnu comme tel. Alors, on va évoquer deux questions, le financement et les cadres. Moi, je perçois mon travail de ministre des cultes, et je n'ai pas le culte honteux, comme celui qui garantit l'ordre public. Vous savez que la limite de la liberté dans notre pays, c'est l'ordre public, il faut savoir définir ce que c'est, et l'organisation des cultes comme processus administratif.
Mon travail n'est pas de former les cadres au nom de l'État, d'écrire la prière du vendredi, ou de dire ce qu'est ou ce que n'est pas un bon religieux, ou ce qu'est ou ce qu'il faut, comment il faut comprendre les sourates du Coran ou telle interprétation. Ça, c'est le vôtre, collectif. C'est pas celui de l'État. Alors, il faut que chacun fasse un effort, si j'ose dire. Il faut qu'on cède collectivement à ce que chacun fasse un effort. Donc, parmi les discussions qu'on aura, qui ne seront pas comprises dans le texte législatif, parce que là, l'État toucherait à la séparation des églises et de l'État, mais que nous devons avoir, parce qu'il est normal que nous ayons ces discussions, c'est comment on vous aide, vous, à former les cadres, et avec la formation de ces cadres, comment on arrive à faire coïncider le moment où il n'y aura plus d'imams détachés ou de fonctionnaires d'autres États qui sont sur le sol national, pour qu'ils aient le plus grand respect, parce que je sais qu'ils font un travail difficile, et avec un discours qui est celui que vous évoquez, et que ce n'y ait pas un problème, un trou, entre le moment où il n'y aura plus de cadres détachés, payés par d'autres pays, et le moment où on vous dira il faudra que vous ayez formé des cadres. Parce que ça met du temps, bien évidemment. La religion est une science compliquée. Et il ne faut pas qu'on ait des gens autoproclamés, que vous ne pouvez pas maîtriser au sens du discours, qui se parleraient certes français, qui seraient peut-être français, mais qui diraient des énormités, et sur lesquelles nous serions tous les uns et les autres coupables de ne pas avoir travaillé ensemble. Donc il y a un objectif que chacun peut comprendre, qui est celui de ne plus avoir de fonctionnaires détachés, mais c'est un objectif souhaité par le président de la République. Il faut que nous discutions pour voir comment on atteint cet objectif ensemble et comment on vous donne les moyens de le réussir. Donc il n'y a pas d'idéologie de la part du gouvernement sur ce point. Pragmatisme. Deuxièmement, il y a ce que fait la Grande Mosquée. Il y a aussi sur le territoire de la République des difficultés juridiques, mais qui sont parfois des avantages. La loi de séparation des églises et de l'État ne s'applique pas partout sur le territoire national. Elle ne s'applique pas en Alsace, en Moselle et dans certains territoires ultramarins. D'autres religions, mais je le dis à titre d'information, peut-être que c'est la voie que vous prendrez, peut-être que ce n'est pas la voie que vous prendrez, votre liberté sera totale, utilisent notamment l'Alsace-Moselle et singulièrement Strasbourg pour pouvoir former des cadres. Ainsi, la République en est heureuse, puisqu'elle respecte la loi de séparation de l'Église et de l'État, mais elle permet dans des territoires, parce que vous le savez qu'ils étaient sous commandement allemand, et c'est pour ça qu'au lendemain de 1918, on n'a pas voulu revenir sur cette identité propre à l'Alsace-Moselle normalement, mais c'est aussi le cas à La Réunion, c'est aussi le cas à la Guyane, qu'on puisse former des cadres dans un cadre républicain, sans être contraire à la loi de séparation des Églises et de l'État. Peut-être que c'est une solution, peut-être que ça ne l'est pas. Vous évoquez les cimetières, les carrés musulmans. Vous savez que c'est un vieux débat, et une de mes prédécesseurs, Michel Alliot-Marie, a pris une circulaire qui est un petit peu hypocrite, puisqu'elle consiste, j'ai été maire, à dire il n'y a pas de carré musulman, on ne regroupe pas les gens selon leur religion dans un cimetière public, mais vous pouvez organiser des choses pour que les gens soient enterrés conformément à leur religion. Donc les maires sont un peu embêtés devant cette contradiction, vous voyez. Alors, le législateur peut-être s'en parlera. Il n'y a pas de disposition sur ce point dans le texte de loi, je vais d'ailleurs le dire. Moi, j'encourage, je l'ai mis en place à Tourcoing, vous le savez bien. On a eu peut-être même un problème pendant le Covid, parce que la coutume, et on est là pour se dire les choses, la plupart du temps, nos compatriotes musulmans se font rapatrier en terre, en Algérie pour ce qui concerne ce Tourcoing, et donc du coup, la question de la mort et de la mort selon le rite musulman dans un cimetière sur le territoire national se posait moins en termes de place. Mais pendant le Covid, on a eu évidemment des morts naturelles, des morts parfois du Covid et des personnes qui étaient de religion musulmane, et certains maires ont eu une difficulté parfois à répondre aux prescriptions, que je trouve personnellement légitime d'être enterré selon son envie et ses convictions. Il ne s'agit pas, et je n'autoriserai jamais, de faire des cimetières à part, il s'agit de respecter dans le cimetière national les prescriptions qui sont choisies. En ce qui concerne d'ailleurs Tourcoing, nous allons agrandir le cimetière pour pouvoir le permettre. Je l'ai dit d'ailleurs aux représentants des cultes et je trouve ça tout à fait normal. Donc peut-être que dans les discussions que nous aurons, la revendication du recteur, de vous-même, du président du CFCM sera de dire nous on souhaite avancer sur cette question de la mort, des rites funéraires, dont je sais à quel point ils sont importants pour ceux qui croient, et je ne les sous-estime absolument pas. On aura l'occasion sans doute de le faire en respect de chacun. Personnellement, je trouve normal que dans les lieux de culte, on souhaite apprendre ce qu'on pourrait appeler le catéchisme. Bon, pardon de ce terme qui est impropre ici. Enfin, c'est quoi la religion et comment on veut éduquer ses enfants à cette éducation religieuse? Je n'y vois évidemment aucun inconvénient. Et deuxièmement, je comprends que même si tous les musulmans ne sont pas d'origine du Maghreb en France, beaucoup le sont,
Et que par ailleurs, il souhaite à la fois connaître la langue du livre sacré et en même temps de pouvoir avoir une sorte de lien avec ses origines, comme les Espagnols ont souhaité l'avoir, comme les Portugais ont souhaité l'avoir, comme les Polonais ont souhaité l'avoir. Je n'y vois aucun inconvénient. Je me permets de parler au nom du ministre de l'Éducation nationale, mais c'est aussi ma conviction propre. Je pense aussi que l'école de la République devrait pouvoir davantage apprendre dans un cadre républicain, ce qui n'est pas incompatible avec ce que font par ailleurs les lieux de culte. Dans un cadre républicain, l'arabe. Il n'y a pas assez de professeurs d'arabe, me semble-t-il, certifiés, qui ont la capacité d'enseigner dans un cadre républicain, dans l'école de la République, pour ceux qui le souhaitent, et de façon optionnelle, comme c'est le cas évidemment parfois, mais pas assez, l'arabe ou le turc d'ailleurs. Donc je sais que le ministre de l'Éducation nationale en a conscience, d'autant qu'il y a eu des discussions fortes, on va dire viriles, mais manifestement efficaces, avec le gouvernement turc pour les INALCO, vous savez, ces fonctionnaires également détachés, je vais pas revenir ici. La contrepartie de ça, qu'on accepte, qu'on ne veut pas que des personnes étrangères, des puissances étrangères apprennent sur le sol national, parce que je pense que ce n'est pas conforme à l'indépendance de la République, c'est évidemment qu'il y ait une offre républicaine d'apprentissage des langues, et quelle qu'elle soit. Voilà. Alors ensuite, en ce qui concerne le périscolaire, les associations qui gèrent cela, ça nous renvoie à la personnalité juridique de celui qui gère la mosquée, et donc on aura des discussions sur ce point, mais il ne s'agit pas de l'interdire, mais il s'agit par contre d'offrir, indépendamment de ce que peut faire un lieu de culte, une offre républicaine avec des professeurs de l'éducation nationale, d'enseignement, optionnel pour ceux qui le souhaitent, de toutes les langues, y compris du turc et de l'arabe. Le président de la République souhaite que ce texte puisse prendre le temps de la concertation et de la co-rédaction. D'abord avec vous, avec les représentants des cultes. Et donc j'ai proposé au recteur que dès le samedi 26, c'est-à-dire la semaine prochaine, nous puissions nous voir longuement et nous puissions avoir plusieurs réunions avec toutes les tendances qui recouvrent l'islam français. J'aurai la même discussion avec les catholiques, la même discussion avec les juifs, la même discussion avec les protestants. Et nous avons 3 mois, c'est du temps, et personnellement je trouve que c'est une belle œuvre, de concertation, de discussion. Vous savez, les textes de loi, aujourd'hui, les grandes lignes sont décidées par le président de la République, mais ils ne sont pas encore écrites, puisque même cet après-midi même, on va commencer les préparations de rédaction. Donc on a le temps. Fin novembre, et pas avant, le texte sera présenté au Conseil d'État, qui va regarder la faisabilité juridique de nos propositions. Puis en décembre, il sera présenté en Conseil des ministres. Pendant ce temps, alors qu'on aura eu quasiment 2 mois de concertation, on aura encore le temps de discuter. Évidemment, je partagerai les avis du Conseil d'État à l'ensemble des publics qui sont concernés. Nous rendrons tout ça très transparent, parce que toucher au renforcement de la laïcité, à la neutralité du service public, à l'école de la République, à la vie en société, c'est évidemment d'abord à la fois historique, ça ne se fait pas souvent, et c'est en même temps extrêmement important, parce que comme disait Montesquieu, il faut toucher tout ça d'une main tremblante. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, évidemment. Et puis, les parlementaires, qui sont les garants de la liberté, des libertés publiques, et singulièrement de la liberté du culte, de la liberté de conscience, auront à se saisir du texte, à l'Assemblée comme au Sénat. Monsieur le député est ici, mais il y a ensuite des commissions, et eux-mêmes, ils ont un travail de concertation. Le gouvernement n'est rien sans le Parlement, qui modifie, qui supprime ou qui rajoute des dispositions. Le gouvernement, ce n'est pas lui qui vote, évidemment, les textes. Et c'est en février qu'à l'Assemblée nationale, ce texte sera inscrit à l'ordre du jour, puis il ira au Sénat. Et comme c'est un texte important, nous ne déclarerons pas l'urgence, c'est-à-dire que nous accepterons les 4 lectures pour prendre le temps de la discussion, éventuellement de la modification, parce que le temps fait parfois son œuvre pour éviter de faire des bêtises, évidemment en rapidité, et puis il y a plus d'intelligence dans plusieurs têtes que dans une, évidemment. Et donc ce texte de loi devrait être adopté définitivement, grosso modo, à la fin de l'année prochaine, peut-être avant si le Parlement le souhaite, puisque nous ne maîtrisons pas seuls l'ordre du jour. Donc pour répondre à votre question, nous avons une grosse année de concertation dans laquelle vous pouvez faire valoir des points de vue ou des discussions, mais parallèlement, alors même qu'il n'est pas rédigé, je voudrais le dire ici parce que je ne commets pas de parjure en vous le disant, nous allons rédiger ensemble, et avec monsieur le recteur, avec le président du CFCM, et avec l'ensemble de ceux qui s'intéressent à cette question, nous allons évidemment discuter de l'ensemble de ces dispositions. Si je prends l'exemple tout à l'heure des lieux de culte, il faut faire attention à ce que nous faisons pour essayer de garantir un maximum de dispositions qui soient conformes à la fois à l'intérêt des croyants et en même temps de la République,
à ce que nous faisons pour une religion, pour l'aider, parce que les musulmans, ils ont aussi des demandes. Monsieur le recteur, vous savez, tout à l'heure, il m'a fait des demandes. Et le texte de loi, on en profite pour mettre des choses peut-être dedans. Donc j'écoute ces demandes, évidemment. Il faut faire attention à ce que d'autres religions ne soient pas les victimes de la modification souhaitée pour vous. Et vous devez faire attention à ce que les modifications demandées par les autres religions ne vous touchent pas à vos équilibres financiers, organisationnels, politiques. Bon. Donc évidemment c'est un sujet extrêmement périlleux et important, mais en même temps nécessaire pour le pays. Et donc oui, pour répondre à votre question franchement, de longues discussions est nécessaire pour pouvoir élaborer ce projet de loi.